Alors, donc, si vous voyez cette pièce que j'ai maintenant immobilisée, elle paraît beaucoup moins impossible puisqu'on a l'impression que si on part de la face qui est située tout en haut et qui est quasiment horizontale et qu'on la suit tout le long, elle va d'abord passer à l'intérieur, puis en dessous, puis elle va revenir au même endroit sans à aucun moment s'être retrouvée sur une face qui lui serait directement adjacente. C'est-à-dire que je pars d'une face qui est tout en haut, au-dessus, horizontale, et je vais me retrouver au bout d'un tour en dessous. Et puis si je continue, la même chose. Alors cette figure n'était pas tout à fait inconnue pour moi, parce qu'on s'était amusé avec une amie qui s'appelle Juliana Tancredo, qui est une ancienne animatrice de centre de loisirs, à fabriquer des pièces avec des tickets de métro. Et en particulier, elle avait fabriqué des objets que je vais maintenant vous montrer avec des tickets de métro. Donc voilà ce qu'elle avait fait. Vous voyez qu'elle part avec des tickets de métro et elle les assemble de la façon suivante. Je vais me mettre bien en face. Voilà, ça se case ici, comme ça, et on continue. Et puis une fois qu'on en est là, on peut l'assembler comme ça. On obtient une figure tout à fait usuelle, qui ressemble, je crois, à des pièces qu'on voit dans certaines voitures, des pièces de radiateur ou des choses comme ça. Mais on peut tourner soit d'un cran, soit de 2 crans, comme ceci. Et à ce moment-là, on obtient une figure qui, alors ici, est un peu bizarre parce qu'on voit du rouge qui se trouve raccordé à du blanc, mais on peut compter le nombre de faces. Alors, ici, vous voyez que j'ai 4 faces différentes, une à l'intérieur, une à l'extérieur, une devant, une derrière. Si je tourne, et si je suis ici avec mon doigt en partant du haut, vous voyez que je me retrouve, attendez, je pars de là. Hop, là je me retrouve derrière, puis je me retrouve à l'intérieur, puis je me retrouve derrière ici, et finalement je suis passé absolument partout. Donc d'une certaine façon, on peut dire qu'il n'y a qu'une seule face, ça ne s'interrompt pas. Et puis si je tourne encore une fois, je vais me retrouver dans une configuration qui est très proche de celle dont on a parlé, voyez, puisque je me retrouve ici à passer alternativement là et là, là et là. J'ai donc 2 faces. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais vous parler d'une figure qui en fait est très connue et qui s'appelle le ruban de Möbius. Donc il n'y a rien d'original là-dedans, il faut juste que je trouve ma petite bande de papier. Bon ben en voilà une. Donc voilà un ruban de Möbius. Vous savez comment on le fait. Si j'avais ma feuille, bon c'est pas grave. Je commence par le défaire. Donc voilà, j'ai une feuille de papier, d'accord, une bande de papier. Je peux ici l'appliquer de cette façon et j'obtiens un ruban. Alors vous voyez que je peux la peindre sans aucune difficulté de 2 couleurs distinctes. À aucun moment les couleurs ne risquent de se mélanger. Donc il y a un dessus et un dessous. Pour cette raison, on dit que c'est une surface qui est orientable. Dessus, dessous, c'est une orientation. Maintenant, si je retourne comme je viens de le faire, j'espère que vous avez vu, au lieu de le plier comme ça, je le plie comme ceci, et je l'assemble. À ce moment-là, je vais avoir une figure différente, qui s'appelle justement le ruban de Möbius, et qui est telle que si je pars ici de quelque chose qui a l'air d'être au-dessus, et que je suis avec mon doigt, ben je me retrouve en dessous. Et il y a plus fort que ça, donc on va le voir grâce à un petit bout de scotch.
Décidément, la technique n'est pas avec moi. Pourtant, j'ai préparé. Hop. Voilà. Donc, j'assemble comme ceci. Le bout de scotch. Voilà. J'ai un magnifique ruban de Möbius. Alors, ce qu'on peut voir là, je vais me mettre assez loin pour que vous voyez. Vous voyez ici, j'ai mis gauche et droite. Il y a un G et il y a un D. Si je me promène ici, dans ce sens-là, ok, dans ce sens-là, ben évidemment, j'ai une gauche et j'ai une droite. Hein, le G, c'est la gauche, le D, c'est la droite. Ok. Et quand je pars de ma gauche ici, et que je suis le ruban de Möbius en restant toujours à gauche, je vais me retrouver en bas, mais je vais me retrouver en bas de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais me retrouver sous le D, ici. Et puis si je continue, je vais revenir cette fois sur le G. Donc c'est une propriété du ruban de Möbius qui explique entre autres le fait que si je le coupe en deux, ici, dans le sens de la longueur, bien finalement, je ne vais avoir qu'un seul élément. Alors je ne vais pas le faire, mais ça va faire un seul anneau. Si on va le faire tranquillement, on ne s'affole pas. Voilà. Et comme vous le voyez, au lieu de s'être coupé en deux, je n'ai obtenu qu'une pièce, tout simplement parce que ce qui était à droite est venu à gauche et réciproquement. Alors, sur la pièce qu'on a faite ici, vous voyez aussi que ce qui était... Alors, ici, j'avais deux faces, d'accord? Si je retourne, ici, comme ceci, vous voyez que quand je fais... Il faut qu'on puisse voir, voilà. Quand je fais un tour, comme ceci, le rouge, ici, il est à gauche, quand je tourne comme cela, d'accord? Je reste sur le rouge, et quand je vais arriver de l'autre côté, tout d'un coup, je vais passer sur le plan, c'est-à-dire sur la partie, sur le blanc, c'est-à-dire la partie qui se trouve à droite. Hein, c'est-à-dire qu'il se passe exactement la même chose que pour un ruban de Möbius. Il se passe exactement la même chose que si cette face que je suis en train de décrire avec mon doigt, c'était très exactement ce que j'ai découpé tout à l'heure. Et donc, en fait, bien qu'il n'y ait ni dessous ni dessus dans un ruban de Möbius, ce qu'on a fabriqué ici, c'est une espèce de ruban de Möbius épaissi. C'est-à-dire que ici, j'ai un côté, lorsque je suis à un endroit, quand je suis à un endroit, bien sûr, il y a localement un dessus et un dessous, mais j'ai épaissi le papier, et c'est ce qui me donne la deuxième partie ici. Alors, je regarde si j'ai un... Voilà. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de fabriquer, avec toujours cette structure-là, un objet qui soit peut-être un peu plus esthétique. Alors, c'est ce que j'ai fait en utilisant du scotch qui sert quand on fait de la tapisserie, et en l'enroulant exactement autour de cette pièce que j'avais fait là. Et donc, j'ai obtenu ceci, qui est pas mal finalement, qui est assez joli, et qui a exactement la même forme que la figure impossible, qui est donc possible, et qui était ici tout à l'heure, et que je vais ressortir maintenant. Je vais passer ma figure en plus petit, si j'y arrive. Non, ça ne veut pas. Évidemment, je m'enlève provisoirement. Voilà. Donc, c'est pas
exactement la même forme géométrique parce que les courbes, les rayons de courbure ne sont pas exactement les mêmes, mais en fait, c'est exactement le même principe, hein, que cette figure impossible. C'est quelque chose que chacun peut faire à condition d'avoir des tickets de métro. Si vous n'avez pas de ticket de métro, vous pouvez prendre des petits bouts de carton et le principe de pliage il est très simple. Je vous montre, voilà, des petits bouts de carton. Il consiste simplement à faire ceci, puis cela. Vous pliez comme ça, puis vous recommencez. Hop, ça je l'envoie dedans et à chaque fois je me guide sur l'épaisseur et je continue, et comme ça vous pouvez obtenir une très belle pièce comme ça et vous pouvez vous amuser à en fabriquer. Donc voilà. Donc ce qui me semble intéressant dans cette histoire, c'est en quelque sorte la démarche qui consiste à partir d'une figure qu'on ne comprend pas, essayer de la comprendre. Voilà. Alors on va arrêter là-dessus. Ça c'est un truc que j'ai donc vu récemment sur Facebook. Et on va passer à autre chose. Image. Hop. Capture de fenêtre. Voilà. Alors ici, je vous montre donc quelque chose qui s'appelle un IFS. Alors c'est quelque chose que j'ai fait avec mes élèves dans les années 90, donc ça date pas d'hier. Et on a depuis refait un petit logiciel que d'ailleurs, si vous écrivez à Sciences Ouvertes, on pourra vous l'envoyer, le logiciel, pour pouvoir continuer à le faire. Vous voyez que là, on a écrit le nom d'Animat, qui sont cette année les principaux organisateurs du Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques, qui ont quand même été initiés par le CIJM. Enfin, tout ça, c'est un boulot assez extraordinaire. Et donc, on a écrit Animat de façon fractale. Qu'est-ce que ça veut dire de façon fractale? Alors, on va déjà supprimer des choses qui masquent un petit peu. Ah, décidément, je ne dois pas être au point sur le plan technique. On est en train de m'envoyer un SMS. Il y a une spectatrice qui a du mal à entendre. Si tu peux peut-être monter un peu le son sur le mélangeur audio. Comment on fait, moi? Mélangeur audio. Ça, c'est, ben, tous les sons sont au maximum là. Donc, pas ce que je peux faire de plus. Audio de bureau. Non, tout est au maximum. Bon, désolé, je ne peux pas faire mieux. C'est reparti. Donc, on va... Ah oui, je ne suis pas sur le bon truc. Ouais. Alors, allons-y. Donc, je pense que vous voyez l'image. Je vais maintenant enlever les points du quadrillage qui m'ont servi pour fabriquer cette image. Donc, masquer quadrillage. Et je vais également enlever les triangles. Voilà. Et je vais faire un zoom. Vous voyez, je vais sur la touche Zoom Plus. Puis je clique à un endroit quelconque, ici par exemple. Et je peux recommencer. Et vous voyez que Animat est fait avec Animat, est fait avec Animat, est fait Animat, etc. Alors, quelle est la méthode que j'ai appliquée pour ça?
Alors, je vais essayer de vous la montrer et après de vous l'expliquer un petit peu en détail. D'abord, je vais vous montrer comment fonctionne ce logiciel. Donc, on va faire une nouvelle fractale. On va faire réapparaître le quadrillage. Et je vais faire dans un premier temps une fougère. Pour faire une fougère, je vais tracer un triangle qui a pour vocation de représenter la fougère en entier. Puis, je vais maintenant représenter des parties de la fougère qui en fait sont identiques à la fougère elle-même. Si vous regardez une fougère, vous savez que les diverses branches de la fougère ressemblent à la fougère, et si vous coupez un bout de la fougère, même l'extrémité, vous retombez sur la structure de la fougère. Donc je vais dans un premier temps dire, voilà, dans ma fougère, j'ai une petite fougère, et puis j'ai par exemple ici une branche, ici une seconde branche. Et puis, comme c'est agréable d'avoir une tige, je rajoute une tige. Et je vais maintenant essayer d'améliorer un petit peu ça grâce à un procédé qui consiste simplement à modifier certains des triangles. Donc par exemple, je vais essayer d'avoir une tige qui ressemble à une tige. Voilà, là vous avez quelque chose qui ressemble à une fougère. Je vais donc maintenant masquer le quadrillage et je vais masquer les triangles. Voilà, et je peux faire un zoom si je veux, voir de plus près, et nous avons une figure qui s'appelle une figure autosimilaire. Alors vous voyez que cette figure, je l'ai faite avec finalement très peu de triangles. J'ai utilisé le triangle de base, donc je vais revenir en arrière. Oups, pas exagéré là. Voilà, et je vais afficher les triangles. Voilà, il y avait un triangle de base qui est le grand triangle jaune, et puis il y avait 1, 2, 3 triangles qui représentent pour l'un ici la fougère en modèle réduit qui se trouve ici, la fougère en modèle réduit qui se trouve ici, la fougère qui est en modèle réduit, et puis cette fougère-là. Ça fait donc en tout 5 triangles. Donc vous voyez que comme codage et comme place en mémoire, c'est très peu. En fait, il y a un théorème qui s'appelle le théorème du collage, et qui dit que si on prend n'importe quelle figure, on va dire en noir et blanc, pour commencer, une propriété mathématique qui s'appelle être compact, mais enfin qui est usuelle, surtout si on travaille avec des pixels, si on prend donc n'importe quelle figure, on peut trouver un certain nombre de transformations qui, à condition de donner, lorsqu'on les applique une fois à la figure, quelque chose de relativement proche, suffisamment proche, vont donner à l'arrivée une figure très proche de la figure qu'on cherche. Et ça a été utilisé à un moment, enfin ça a essayé d'être utilisé dans la compression des images. Le problème, c'est que c'était assez difficile de trouver les bonnes transformations. Par contre, pour décompresser, ça allait très 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 vite. Et ça avait un avantage, par exemple, sur le JPEG, c'est qu'il n'y avait pas les effets de pixels, etc. Mais depuis, on a trouvé la théorie des ondelettes et son application surtout à la compression des images. Et donc, c'est un procédé qui est, je dirais, passé de mode. Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et pour ça, on va aller sur un petit diaporama. Je vais donc charger. Voilà. Je vais mettre devant. Voilà. Oups, alors il va un peu vite. Voilà. Alors, l'idée dans ce procédé, c'est qu'on part d'une figure quelconque et on lui applique une
une opération qui consiste à... Ici, c'est une homothétie. Ça va un peu vite. Je n'ai pas trouvé la façon de ralentir. Vous voyez qu'à chaque fois, on part de la figure et on la reproduit ici. On va prendre le temps. Ici, j'ai la figure itération numéro 3. Je l'ai remise ici, là et là en plus petit, et je recommence. Vous voyez que petit à petit, le fait qu'on était parti d'un cheval, c'est quelque chose qui devient pratiquement inexistant, qui tend à disparaître. Et finalement, on arrive à une figure ici, qui s'appelle le triangle de Sierpinski. Donc l'opération, elle consiste à partir d'une image quelconque, lui appliquer 3 homothéties, ça pourrait être des applications, on appelle des applications affines, des diminutions qui peuvent être plus ou moins proportionnelles dans toutes les directions, d'accord? Et on recommence toujours la même opération. Moi, je faisais faire ça à un moment avec une photocopieuse. On prenait une image, on réduisait sa taille de moitié pour faire ce triangle de Sierpinski, on recollait les 3 images et on recommençait. Alors, on va arrêter avec ça. Et on va revenir sur notre fractal. Et je vais vous montrer comment faire le même triangle de Sierpinski avec le petit logiciel. Voilà. Donc je vais sur le menu, je fais nouveau. Je vais mettre mon quadrillage parce que ça va être... Voilà. Et l'idée, c'est qu'on doit avoir 3 opérations consistant à diminuer la figure de moitié et puis en mettre une ici et une là. Alors, les figures sont repérées par des triangles. On peut démontrer qu'une application affine, ce qu'on appelle une application affine du plan est complètement déterminée par les images de 3 points non alignés. C'est-à-dire qu'on peut complètement transformer le plan, tous les points du plan, en prenant comme modèle simplement l'image d'un triangle. Donc là, j'ai déjà mis le triangle de base. Et maintenant, je vais mettre son image par la première transformation. Je me mets à peu près au milieu. J'en fais un deuxième. Alors là, je ne cherche pas la précision, hein, on pourrait chercher la précision. Et j'en fais un troisième. Voilà. Et vous voyez qu'à peu de choses près, on retrouve le triangle de Sierpinski dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. On va masquer aussi les triangles. Et on peut faire un zoom. Alors les petites différences viennent simplement du fait qu'on n'a pas fait une construction très précise. Bien sûr, on peut s'amuser. Par exemple, on pourrait dire qu'est-ce qui va se passer si au lieu de mettre 3 transformations, j'en mets 4, j'en mets 5, j'en mets 6, et puis selon quelle forme, comment je pourrais faire pour obtenir telle ou telle figure. Et donc c'est vrai que ça avait beaucoup passionné les élèves, et en particulier, grâce à ce fameux théorème du collage, on avait réussi à faire un petit zoo d'animaux fractaux, que là je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais par contre je peux vous montrer comment obtenir quelques petites figures. Donc on va essayer de faire par exemple quelque chose dans un carré, ou quelque chose qui se rapproche d'un carré, parce que c'est pas très facile de faire quelque chose de parfaitement exact. Bon, on va magnifier légèrement le triangle. C'est pas mal. Voilà. Et au lieu de remplir, alors si je mets 4 carrés comme ça,
Ben, en fait, vous imaginez bien que je prends un carré, un carré, un carré, un carré, je remplis, j'obtiens exactement la même chose. Il n'y a pas de trou, ça ne va pas faire du tout une fractale, ça va faire la figure tout à fait entière. D'ailleurs, je vous expliquerai un petit quelque chose supplémentaire après. Alors, je vais faire ce qu'on appelle le carré de Sierpinski cette fois. Donc, je vais faire des petits triangles que je mets en création. Je vais en mettre 9. Je vais faire à peu près au tiers. Bon, c'est pas génial, c'est pas grave. On pourrait bien sûr le faire de façon beaucoup plus exacte. Alors là, je me suis trompé. Donc je fais suppression. Je clique sur mon triangle et je le supprime. Et maintenant, je retourne sur créer. Création. Alors ça va pas être... Alors vous remarquez qu'ici, je n'ai pas mis de triangle. Là, j'ai un problème, j'ai un truc un peu bizarre. Ah non, j'ai rien de bizarre. Ok, alors je retourne dans... Par contre, il faut que j'affiche mon résultat qui n'a rien de génial. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'attendais. Bon, donc on recommence. Voilà. Ah, ça ressemble déjà plus à ce que je voulais faire. Bon, alors bien sûr, il y a des ajustements à faire pour obtenir quelque chose qui ressemble davantage au cube de Sierpinski, pardon, carré de Sierpinski. C'est pas là qu'il faut que je change ça. Donc il y a un point qui est parti là où il ne devait pas aller.
pas celui-là. Celui-là. Bon, c'est déjà mieux. Modifier. Voilà. Et je rajoute un triangle. Voilà. Alors si, au lieu de faire ça à main levée, comme ça, un peu vite, je m'étais guidé réellement sur les points pour faire à chaque fois des triangles de taille 1/3, j'aurais obtenu très exactement le cube de carré pardon, de Sierpinski, qui est une figure que beaucoup de personnes s'amusent à tracer sur leur cahier quand ils s'ennuient en cours de maths, par exemple. Alors, cette figure, elle a une propriété intéressante, c'est que vous voyez que j'ai 8 opérations. Si je pars de ma figure initiale, ici, et que je lui applique une opération, j'obtiens celui-là. Une deuxième qui est codée par ce triangle, j'obtiens celui-là, et ainsi de suite. Et donc, lorsque j'applique ces 8 opérations simultanément, je réobtiens exactement la même figure. Donc je pars de ma figure initiale, je lui applique 8 opérations, et j'obtiens la même figure. Donc on peut dire que pour l'opérateur qui consiste à appliquer ces 8 transformations, 8 opérations, c'est un point fixe de la transformation. Et c'est exactement ce qui se passait tout à l'heure avec les trois transformations qu'on avait vues et qui permettaient de fabriquer le triangle de Sierpinski. Bon, on va essayer de fabriquer une spirale, c'est-à-dire quelque chose qui tourne en diminuant. Donc je retourne dans le menu, nouveau, et on va prendre une figure de base qui encore va être un triangle que je fais assez grand. Et puis, voilà, je fais un triangle un petit peu plus petit, puis un deuxième encore un petit peu plus petit mais qui tourne, puis un troisième, encore un petit peu plus petit mais qui tourne, et à partir de là, je peux m'amuser à modifier mes triangles pour obtenir des choses intéressantes. Donc par exemple ça, faire ça. On va essayer de diminuer davantage cette taille-là. Bon. Ça ne fait pas une très belle spirale pour l'instant. Ici, on a bien une spirale, mais je pense que j'ai pas tourné. J'ai fait comme ça. Je vais tourner davantage ici, je pense. Bon. On a obtenu un corail, hein. Voilà. Donc avec ce logiciel, on peut bien s'amuser, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de se donner des formes et puis de réfléchir aux symétries qui sont à l'intérieur et d'essayer comme ça de pouvoir les reproduire. On a obtenu une espèce de branche. Alors bien sûr, on peut sauvegarder les dessins, et on peut les sauvegarder dans une bien meilleure définition que celle qui est là. Et on peut également sauvegarder les codes des figures qu'on a créées. On va revenir, si vous voulez, au prénom.
pour essayer de comprendre comment il a été fait, enfin au prénom Animat, plus exactement. J'ai dit prénom parce qu'il nous est arrivé de... Il faut que j'aille au bon endroit. Oups. Voilà. Alors, comment on a fait pour faire Animat? Là, on part de l'idée que Animat est compris dans un rectangle. Pour modéliser le rectangle, ce n'est pas la peine de prendre le rectangle tout entier, on se contente d'un triangle que vous voyez ici. Et puis, l'opérateur va être constitué de transformations qui appliquent donc ce triangle dans celui-là, 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 etc. Donc, ce que fait l'opérateur de, ce qu'on appelle l'opérateur de Hutchinson, c'est qu'il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 opérations, 19 transformations, qui sont ce qu'on appelle des transformations affines, c'est-à-dire c'est des transformations qui peuvent faire à peu près tout ce que vous pouvez faire en dessin vectoriel. C'est-à-dire que vous pouvez translater, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille des éléments d'une image, vous pouvez également aplatir une image, vous pouvez également faire des rotations. Et puis là, on ne fait pas de symétrie, mais si on pourrait faire des symétries, d'ailleurs, je dis des bêtises, il suffit pour ça de changer le sens dans lequel on fait tourner les triangles. Donc, on peut, avec toutes ces transformations, en faisant plusieurs, et à condition qu'elles soient contractantes, c'est-à-dire qu'elles diminuent à chaque fois, en gros, la taille des images produites, obtenir un opérateur qui va nous permettre d'obtenir une image qui, en fait, est le point fixe de la transformation, c'est-à-dire qu'il ne change pas quand on lui applique la transformation. C'est-à-dire que quand je repars de mon image ici, que je l'applique ici, 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 etc., je obtiens exactement la même image. Et ce point fixe, on peut montrer que non seulement il existe, mais en plus il est unique. Et on pourrait l'obtenir d'ailleurs en partant d'un seul point de l'écran et en lui appliquant de façon aléatoire les diverses transformations. Au bout d'un petit moment, tous les points vont se retrouver à l'intérieur du point fixe au bout d'une centaine d'itérations, donc une centaine de points qu'on ne verra même pas, et qu'on va obtenir uniquement des points qui sont dans l'image. Donc on fera 1 million de fois une transformation géométrique très simple sur un point, et on obtiendra une image avec 1 million de points, et autant de points qu'on veut en fait. Bien. Alors, je ne vous ai pas montré grand-chose sur les IFS, mais en tout cas, c'est une activité qui peut être intéressante et même passionnante, sur lesquelles j'ai pu faire travailler les élèves pendant 1 an. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'en étudier la théorie et de comprendre pourquoi on aboutit à des points fixes et quel est le principe. Alors maintenant, je vais donc vous parler encore d'autre chose. Je vais vous parler de courbure. Alors, malheureusement, je ne vois pas les messages s'il y en a, et je tiens à m'en excuser, mais il m'aurait fallu un deuxième ordinateur à côté, et je ne sais pas pourquoi ça m'avait mis un, mais ça un peu plus. Bien. Alors, un autre type d'animation que j'ai quelquefois faite avec mes élèves, c'est une animation sur la courbure.
La courbure, c'est quelque chose qui peut sembler un peu difficile. On ne l'étudie pas dans le secondaire. On l'étudie en prépa ou en premières années d'université. Et c'est présenté essentiellement à l'aide du calcul infinitésimal des dérivés, des courbes, voilà, de choses assez sophistiquées en mathématiques, alors qu'en réalité, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Par exemple, il est bien clair, même si pas mal de personnes pensent que la Terre est plate, que la Terre ne l'est pas. C'est assez facile, en tout cas, de voir qu'elle est bosselée, au moins, en se promenant. Donc, c'est des choses qui, de façon intuitive, sont assez immédiates et donc qui devraient pouvoir se modéliser. Une façon simple, bien sûr, de vérifier que la Terre est ronde, c'est de marcher tout droit. Bon, quand je dis marcher tout droit, marcher tout droit, oui, on sait ce que ça veut dire parce que localement, on a bien l'impression que la Terre est plate. Donc, on avance tout droit. Et puis, à supposer qu'on ne rencontre pas d'océan, qu'on ne rencontre pas de montagne et qu'on le fait effectivement, bien, on va revenir à son point de départ. Et donc, on pourrait se dire, bon, la Terre, en tout cas, elle n'est pas plate, il y a un problème, puisque quand on marche tout droit, ça ne doit pas vraiment être tout droit, puisqu'on revient au point de départ. Mais évidemment, ça, c'est une chose assez élémentaire. Il y a également d'autres aspects qui sont que quand on regarde à l'horizon, on voit un horizon qui a l'air courbé, bien sûr. Et on voit aussi les bateaux qui disparaissent quand ils arrivent à l'horizon. Mais ça, on peut s'en rendre compte que parce que on fait 1,80 m ou 1,60 m de haut, et que donc on est légèrement au-dessus. Si on était complètement plat, à part marcher tout droit effectivement, comment est-ce qu'on pourrait se rendre compte que la Terre est plate? Donc voilà une question, voilà. Et comment se pose le problème? Comment on peut essayer de comprendre comment la Terre est faite et quelle est sa forme? Parce qu'après tout, on a fait des cartes et on a fait des maps-mondes surtout, qui n'étaient donc pas plates, qui représentaient la Terre et qui étaient très exactes avant même d'avoir des satellites pour aller prendre des photos de là-haut. Alors, pour ça, il faut savoir que, en tout cas, alors bien sûr, dès qu'on a commencé à explorer, on s'est posé le problème de faire des cartes, etc. Et en particulier au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, on a essayé de bien cartographier la Terre, de mesurer le méridien, etc. Des personnes qui s'y sont intéressées. Et comment on a fait? On a fait par une méthode qui quand même ressemble beaucoup à celle qui est utilisée aujourd'hui en conception assistée par ordinateur, c'est-à-dire qu'on a fait des triangles. On a fait des triangles et on a fait des mesures. Et qu'est-ce qu'on a mesuré quand on a tracé des triangles? Eh bien, on a mesuré les sommes des angles des triangles. Alors, normalement, quand on est dans un plan, la somme des angles d'un triangle, elle fait 180 degrés. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici, parce que je ne suis pas habitué à faire cours sur Internet. Mais voilà, ici, vous voyez, on a une sphère, et puis dessus, on a tracé des triangles. Alors, c'est des triangles qui ont été tracés, effectivement, c'est ce qui correspond à des lignes droites. Vous voyez pas là. C'est ce qui correspond à des lignes droites quand on est sur la Terre, c'est-à-dire je déroule une espèce de ruban de façon complètement rectiligne ici, sauf que bien sûr, je tourne. Hein, c'est ça le problème. Comme vous le voyez, ici, on a des triangles. Pardon. Ici, on a des triangles. D'accord? Qui sont des triangles équilatéraux. Okay? Normalement, la somme des angles dans un triangle équilatéral, c'est combien? C'est 180 degrés, bien sûr, puisque c'est un triangle. Et donc, chaque angle fait 60 degrés. Mais si on regarde de plus près, si vous êtes ici et que vous êtes tout petit, vous avez donc l'impression que c'est plat, vous regardez autour de vous, vous savez que là, autour de vous, il y a 360 degrés.
Or, j'ai 5 angles qui sont égaux, ici, en ce point-là. Et donc, puisque j'ai 5 angles qui sont égaux, 360 degrés divisé par 5, ça fait 72 degrés. Donc, j'ai des angles qui font 72 degrés au lieu de faire 60 degrés. Ce qui veut dire que la somme des angles de mes triangles, au lieu d'être 180 degrés, c'est 3 fois 72. C'est-à-dire 3 fois 72, vous pouvez faire le calcul, ça ne fait pas 180. 3 fois 7, 21, 3 fois 6, ça fait, je crois, sauf erreur de ma part, 216 degrés. D'accord? Donc, il y a un petit problème. Il y a 36 degrés en trop dans un triangle comme ça, en ce qui concerne la somme des angles. Alors, qu'est-ce que ça signifie et quel rapport avec la courbure? C'est clair que si pourtant je traçais un petit triangle équilatéral ici en un point quelconque, j'aurais une somme des angles qui serait très proche de 180 degrés. Par exemple, si je le fais sur un sol plat, mais je vais avoir une somme d'angles qui serait égale à 180 degrés et des angles qui vaudront 60 degrés. Sauf qu'en fait, mon sol, il n'est pas plat, il est presque plat. Il est presque plat. Je fais des mesures comme s'il était plat, donc dans ce qu'on appelle le plan tangent à la sphère, à l'endroit où je fais mes mesures. Alors, de la même façon, ici, vous voyez, j'ai fait des triangles. Là, il y en a 4, en fait. En fait, ça, c'est l'image d'un tétraèdre sur une sphère. D'accord? Et vous voyez que là, j'ai trois angles de 120 degrés. Donc, j'ai des triangles qui font 120 plus 120 plus 120. Somme des angles égale 360 degrés. Ça commence à faire pas mal. Hein? Et puis, j'ai quelques autres exemples, s'ils ne sont pas tombés par terre. Bien. Alors, quand on veut étudier ça, pour étudier ça, on va se fixer exclusivement sur la somme des angles d'un triangle. Tout d'abord, on va utiliser des choses comme ça. Ça, c'est des dessous de tarte. Ils sont très pratiques parce qu'ils ont des dents. Et ils permettent donc très facilement de mesurer des angles par rapport à leur centre. Je crois que là, il y a 18 graduations. Et donc, vous faites très facilement des angles de 20 degrés, 40 degrés, 60 degrés, 80 degrés, etc. avec ça. L'idée, c'est que on en prend un et on coupe une tranche. On coupe une tranche. En l'occurrence, on coupe une tranche de 3 dents, par exemple. Et puis ensuite, on recolle. Et on obtient ce qu'avec les élèves, on appelait des chapeaux chinois. Et puis ici, on fait le contraire. On rajoute la tranche qu'on a enlevée et on obtient une chips. Et puis, on va faire des mesures d'angle maintenant. Alors, pour faire des mesures d'angle, il faut que je trouve mon... Voilà. On va tracer des triangles. Alors, on va tracer des triangles. Vous voyez qu'ici, j'ai mon disque en dessous de tarte auquel j'ai enlevé un angle. Et puis, je l'ai recollé. Et dessus, j'ai tracé un triangle. Comment être sûr que ça, c'est des morceaux de ligne droite? Écoutez, là, c'est plat, donc on voit bien que c'est droit. Là, c'est plat, donc on voit bien que c'est droit. Et là, on peut très bien le mettre plat, parce que, en fait, ce qu'on a, c'est un cône, et un cône, on peut le mettre à plat, il suffirait de couper ailleurs. On s'arrange simplement pour que les angles, ici, soient tels que les angles alternateurs soient beaux. C'est très difficile de montrer dans le bon sens parce qu'on n'est pas devant une glace, donc on n'est pas habitué. Alors j'essaye. Voilà, cet angle que je monte ici avec mon ciseau, là, doit être égal à celui qui est de l'autre côté. Faut que je monte, voilà, celui-là. Ok? Moyennant quoi, ça fait une droite. Alors on obtient un triangle et on peut s'amuser à calculer la somme des angles de ce triangle. Alors c'est ce qu'on fait faire aux élèves. Hop, voilà. Donc c'est ce qui a été fait là.
comme vous pouvez le voir. Et puis on fait un petit tableau, et sur un tableau on met les sommes des angles des triangles qui ont été trouvés par ceux qui avaient des chapeaux chinois, et les sommes des angles des triangles qui ont été trouvés par ceux qui avaient des chips. Et alors on va trouver que, au lieu d'avoir une somme des angles ici, qui est égale à 180 degrés, comme ce serait logique pour un bon triangle, on va avoir une somme des angles qui va être plus grande, et plus grande en moyenne, parce que bien sûr c'est jamais très exact les mesures, mais en moyenne plus grande de 60 degrés. Et de la même façon pour la chips, dans la mesure où on a rajouté 60 degrés, cette fois la somme des angles elle va être au contraire inférieure, et elle va être inférieure de 60 degrés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une somme des angles égale à 180 degrés, on va avoir une somme des angles égale à 120 degrés. Alors on peut se demander pourquoi. On peut se demander pourquoi, mais ça se montre. Ça se montre assez facilement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici vous avez des angles qui sont égaux, qui sont supplémentaires ou égaux selon la façon dont ils sont disposés. Et donc, il y a des égalités qu'on peut écrire très facilement. Et on a un polygone, si on tient compte de la fente, ici, qui se trouve avoir, alors, très facile de montrer, un côté, deux côtés, ensuite on a le V là, ça fait 4, et encore 2, 6. Donc on a un hexagone, 2 et 2, 4 et 2, 6. Et la somme des angles d'un hexagone, c'est pas très difficile à calculer, c'est 4 fois 180 degrés. D'accord ? Donc à partir de là, et en tenant compte de l'égalité, du fait que les angles ici, les deux angles que je monte avec mes majeurs, sont... C'est difficile de mettre au bon endroit. Voilà, ces deux angles-là sont supplémentaires. On arrive à voir assez facilement que, effectivement, la somme des trois autres angles est égale à non pas 180 degrés, mais 180 degrés plus 60 degrés. Donc ça, c'est faisable par des jeunes qui sont en collège et qui, voilà, on y passe le temps nécessaire. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a une espèce, ici c'est pas courbe, bien sûr c'est pointu, mais on va dire qu'ici il y a une courbure en quelque sorte qui est égale à 60 degrés, qui est positive. On pourrait dire pi sur 3, bien sûr, pour ceux qui connaissent les radians. Et puis, de la même façon, pour la chips, là, on dira qu'ici, on a une courbure qui est égale à moins pi sur 3, c'est-à-dire moins 60 degrés. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut s'intéresser à diverses figures. Par exemple, on peut s'intéresser avec ça. Vous voyez, on peut faire aussi des triangles autour de la pointe d'un tétraèdre. Alors, bon, on va pas le faire ici. Mais autour de la pointe d'un tétraèdre, ça c'est un tétraèdre régulier. Donc ici j'ai 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Il manque 180 degrés. Et quand on va faire la somme des angles du triangle, on va trouver que la somme des angles du triangle est égale à 360 degrés. 180 plus 180. L'étape suivante, c'est de regarder ce qui se passe quand on a affaire à un polyèdre. Ça, c'est un polyèdre, c'est un solide si vous voulez, dont les faces sont des morceaux de plan qui se coupent selon des segments. Et quand on regarde un polyèdre simple comme celui-ci, qui est un tétraèdre, et dont toutes les faces sont des triangles équilatéraux, on peut se demander quelle est la courbure totale, c'est-à-dire la courbure en ce sommet. Alors, vous allez me dire c'est pointu, oui, mais on dit qu'il y a la courbure qui est concentrée là. Tous les autres endroits, c'est plat, ça peut être mis à plat. Ici, là et là. Et vous voyez que là, il me manque, là j'ai 60 plus 60 plus 60, 180 degrés. Pour faire 360 degrés, ce qui serait le cas si c'était plat, si je regarde autour de ce point, je peux tourner de 360 degrés, il me manque 180. Donc il me manque 4 fois 180, ou encore 4 fois pi, 4 fois 180 degrés, ou 4 fois pi radian. Et par conséquent,
la courbure là, plus la courbure là, plus la courbure là, plus la courbure là, c'est 4 fois 180 degrés, ou encore 4 pi. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe si au lieu de prendre un tétraèdre comme celui-là, qui est un tétraèdre régulier, je prends un tétraèdre quelconque, ou je prends une autre figure, par exemple, bon, on va faire plus simple, on va prendre ici ce qu'on appelle un octaèdre régulier. Donc là encore, on a des angles de 60 degrés, hein, et par contre, au lieu d'avoir 4 sommets, on en a 6. Sur chaque sommet, il manque combien? Ben là, j'ai 60 degrés multiplié par 4, 240, donc il me manque 120 degrés. Donc en tout, comme j'ai 6 sommets, il me manque 6 fois 120 degrés, c'est-à-dire 720 degrés, c'est-à-dire encore 4 fois 180 degrés. Par conséquent, la courbure totale de celui-là est exactement la même. Et puis ensuite, on peut s'amuser pour un cube. Donc un cube, tout le monde a déjà vu des cubes. J'en ai bien un qui traîne par là, j'espère. Oui, j'en ai un très joli. J'en ai un très joli qui vient du kangourou des maths. C'est un puzzle de dés, voilà. Alors, sur un cube, vous avez 8 sommets, bien entendu, et sur chaque sommet, il manque 90 degrés. 8 fois 90, ça fait encore 720 degrés. Donc c'est exactement la même chose. Si vous prenez un polyèdre, un tétraèdre non régulier, vous allez raisonner sur la somme des angles des triangles, et vous allez voir que là encore, il manque exactement la même chose, c'est-à-dire 720 degrés. Et puis on peut faire encore d'autres essais avec d'autres figures très connues. Alors à partir de là, on peut se poser des questions de qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ça se passe comme ça. Alors, il y a une façon assez simple, mais qui demande de faire un petit peu de calcul littéral pour le montrer. Vous partez d'une surface plane, vous faites un trou triangulaire dedans et vous rajoutez une bosse. Alors là, la bosse, c'est un morceau de tétraèdre, d'accord? Tétraèdre régulier, mais on aurait pu mettre un tétraèdre quelconque. Et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbure, est-ce que ça change quelque chose pour la courbure totale de ma figure? Jusqu'ici, c'était plat, d'accord? Et là, j'ai rajouté une bosse. Vous voyez, donc, en rajoutant la bosse, ici, j'ai rajouté une courbure positive en ce point-là. Par contre, ici, vous voyez, j'ai rajouté des endroits, comment vous montrer ça? Voilà, ici. Sur cet endroit-là, il y a un endroit où la somme des angles, elle est supérieure à 360 degrés. En effet, j'ai retiré 60 degrés à cet endroit-là, voilà. On a retiré 60 degrés, on l'a rajouté 2 fois, d'accord? Alors, si on fait le calcul, on peut le faire à des élèves qui sont au collège, mais on trouve que finalement, on n'a rien changé. Et donc, en généralisant, on se dit que si on rajoute comme ça des facettes, des petites bosses à un polyèdre, par exemple, on part d'un tétraèdre, on rajoute des bosses, on essaie de rajouter de plus en plus de faces, eh bien, ça ne va jamais changer, on va toujours se retrouver avec 720 degrés ou encore 4 pi radians. Et donc, si on continue comme ça, bon, ben on va rajouter des triangles, et encore des triangles, et encore des triangles. Et puis, on peut se rapprocher, par exemple, d'une sphère. On peut s'amuser à se rapprocher d'une sphère. Et ça ne changera jamais. Donc, on peut conjecturer qu'à la limite, on va avoir sur une sphère une courbure totale qui va toujours correspondre à 720 degrés. D'accord? Mais 720 degrés ou 4 pi. Hein? Voilà. Après, comment cette courbure elle se répartit sur la sphère? Elle se répartit un petit peu partout. Et à égalité. Comment elle peut se répartir à égalité? Ben, on imagine bien que si j'ai deux parties qui ont la même aire, ben, elles vont concentrer la même quantité de courbure, puisque la courbure elle est la même partout. La sphère, on ne peut pas distinguer une partie par rapport à une autre. D'accord? Donc la courbure, elle est proportionnelle à la taille des parties en question. Alors là-dessus, on peut réfléchir à ce qui se passe, par exemple, pour cette figure-là. Cette figure-là, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, c'est une figure qui est une figure où il y a à chaque sommet 5 faces, et des faces qui sont des triangles. Si c'était un polyèdre, ça s'appellerait
un icosaèdre. Et il y a 20 faces. Vous voyez, j'ai 5 faces ici au-dessus. Alors, on ne voit pas du tout bien là avec la caméra. Il y a 5 faces par semaine. On a 5 ici, en haut. Et ensuite, il y en a 5 qui descendent. On a 5 en bas de l'autre côté, qui partent du sommet du bas. Et puis, il y en a encore 5 qui montent. Donc, en tout, ça fait 20. Donc, on a 20 faces. Donc, chaque face va rassembler 1/20 de la surface de la sphère. 1/20 de la surface de la sphère. Si on admet que la courbure totale, elle fait 720 degrés, ben 720 degrés divisé par 20, ça fait 36 degrés. Et 36 degrés, c'était exactement l'excès qu'on avait trouvé, l'excès angulaire qu'on avait trouvé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait dit ça fait 216 degrés la somme des angles de ces triangles-là. Donc, effectivement, on arrive à cette conclusion. Et du même coup, on a une méthode pour calculer les angles d'un triangle sur une sphère. Et réciproquement, si on est géomètre à l'époque, par exemple, un monsieur qui s'appelait Gauss, et dont c'était le métier, il faisait des mesures de ce qu'on appelle la géodésie, il mesurait la Terre, eh bien, à partir des angles qu'on va mesurer sur des triangles, eh bien, on va pouvoir en déduire la courbure qui est incluse à l'intérieur et la portion de sphère qu'on a. Donc ça va permettre de confirmer ou pas quelle forme a la Terre. Vous savez que la Terre elle a une forme, en fait, non pas de sphère, mais de sphère légèrement aplatie par rapport à l'équateur. Voilà, du fait de sa rotation et de la force centrifuge que ça engendre. Donc, voilà. Une propriété amusante d'ailleurs, c'est que l'aire d'une sphère, c'est 4π multiplié par le carré du rayon. Si le rayon il vaut 1, c'est 4π. La courbure totale d'une sphère, 720 degrés en radian, qui est l'unité qui est utilisée par les mathématiciens, et d'ailleurs souvent les physiciens, c'est 4π. Donc ça veut dire que la courbure incluse dans une sphère de rayon 1 est exactement égale d'une certaine façon à l'aire de cette portion. Bon, c'est assez facile de fabriquer sur une sphère un triangle dont la somme des angles fait par exemple 270 degrés. Vous commencez par la couper en deux, ça fait 2 demi-sphères, puis vous coupez chaque hémisphère en 4 parties égales, ça vous fait des triangles comme ça. Partez du pôle, vous allez à l'équateur dans 2 directions perpendiculaires, souvent on coupe les pommes comme ça, et vous obtenez un triangle dont la somme des angles fait 270 degrés. Et sur une sphère, on peut aussi faire, pas que des triangles, on peut faire des biangles. Normalement, un biangle, dans un plan, la somme des angles est nulle. Un biangle, je prends 2 points, je joins les 2 points dans un sens puis dans l'autre, il n'y a rien entre j'ai 2 segments qui sont ensemble, la somme des angles elle est nulle. Mais sur une sphère, un biangle, il va avoir une certaine surface. Par exemple, si je me place au pôle et que je trace un biangle qui fait un angle de 90 degrés, je vais avoir une surface qui va correspondre au quart de la sphère. Et donc, ça va englober un excès angulaire, une courbure qui serait égale au quart de 720 degrés, donc 180 degrés. Et effectivement, j'ai 90 degrés au pôle nord, 90 degrés au pôle sud, 90 plus 90, ça fait 180. Donc tout ça est très cohérent et très joli. Et je trouve personnellement que c'est dommage qu'on n'enseigne pas un petit peu la courbure. Ce que c'est que la courbure, on entend souvent dire l'univers est courbe, c'est Einstein qui a démontré, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire des choses simples comme ça au départ. C'est ça qui est important. C'est des choses qu'on peut mesurer avec des outils tout à fait usuels. Hein. C'est pas quelque chose de très mystérieux. Si on trace si par exemple je prends trois étoiles que je mesure, voilà, 3 satellites, voilà, et je mesure leurs distances respectives et les angles que font les rayons lumineux qui peuvent les joindre. Je vais obtenir un triangle,
dans notre univers dont je pourrais mesurer la somme des angles. Et à partir de là, je pourrais en déduire une certaine courbure qui est intrinsèque à l'univers dans lequel on vit, sans avoir besoin d'en sortir pour le voir. Alors ne croyez pas que c'est quelque chose de purement spéculatif, on va dire. En fait, c'est quelque chose dont on est obligé de tenir compte, par exemple, lorsque on utilise les GPS. Alors, quand on utilise les GPS, pour avoir une bonne précision, on est obligé de tenir compte de la courbure de l'espace dans lequel on vit, qui est modifiée par, en gros, la gravité, donc par exemple par le fait qu'on est plus ou moins proche de la Terre, enfin, je ne m'y connais pas assez pour en parler de façon fiable. En tout cas, je sais simplement qu'on est obligé d'en tenir compte. Donc voilà. Je trouve dommage donc que cette courbure ne soit pas un petit peu évoquée auprès des jeunes. C'est important aussi de se repérer dans l'espace. Moi, j'ai remarqué que souvent, quand on demande à des collégiens ou à des lycéens de fabriquer une forme avec par exemple des pièces en plastique, une forme en relief, etc., ils commencent par faire un patron, par faire quelque chose à plat, puis ensuite essayer de remonter. Mais c'est pas très simple, parce qu'on ne fait pas quelque chose qui est plat et plat. Vous ne ferez jamais une sphère, vous ne ferez jamais une surface courbe avec quelque chose de purement plat. Donc il faut apprendre à visualiser ce genre de choses dès le départ. Bien. Alors malheureusement, je n'ai pas accès à vos remarques, ce qui est un petit peu ennuyeux. Et donc, je ne sais pas trop... si vous avez des questions. C'est un petit peu dommage. Bien. Alors, je vous ai montré 3 sujets. J'en avais préparé un autre. Il faut simplement que je m'en souvienne. Je vous demande une petite seconde. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Oui. Ah, j'ai mon acolyte Marc Chantier qui me dit quelque chose. Ah, alors j'ai juste vu le dernier épisode où il n'était pas là, c'est marrant. Alors c'est quoi ça? Olivier Longuet, je crois que les routes droites aux États-Unis ne se recoupent pas bien. Ah, Olivier Longuet, un vieux copain. Bonjour Olivier. Ça ne dépend pas du nombre de sommets, étonnant. Ah, Marie-Josée Pestel, bonjour. Bon, vous n'aurez pas appris grand-chose, hein. Booktube Junior, on peut faire un triangle qui fait toute la sphère? Non, demande-t-elle. Alors, un triangle qui fait toute la sphère, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Oui, la réponse est oui. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un triangle qui fait pratiquement toute la sphère terrestre.
Donc voilà un triangle qui fait pratiquement toute la sphère terrestre. Alors ne croyez pas que c'est le triangle rouge, hein. C'est le triangle qui est à l'extérieur. Ok? Ses côtés sont bien des morceaux de droite, mais il faut prendre la partie qui est à l'extérieur. Donc ça comprend pratiquement toute la courbe de la sphère, puisque la surface elle est toute petite. D'accord? Alors, quelle est la somme des angles qui sont à l'extérieur? D'accord? Donc, j'ai 3 sommets. Donc, s'il n'y avait pas de courbure à l'extérieur, j'aurais 360 degrés, pardon, voilà, 360 degrés, 360 degrés, 360 degrés. Ok? Mais en l'occurrence, j'ai 3 fois 360 degrés, mais auquel il faut que j'en retire 180. D'accord? C'est-à-dire 5 fois 180 degrés. Ok? Alors l'excès angulaire, il est de 4 fois 180 degrés, c'est-à-dire il est exactement de 4 pi, effectivement, 4 fois 180 degrés. Et donc ça montre bien que voilà, j'ai un triangle qui a un excès angulaire de 460 degrés. C'était bien ça la question? Un triangle qui fait toute la sphère, oui, voilà. Alors à la limite, quand mon triangle devient encore plus petit et qu'il devient un point, ben, effectivement, je me retrouve avec un triangle qui fait toute la sphère, condition de regarder l'extérieur et pas l'intérieur. Pour 3 satellites, on a 180 degrés ou pas? Ben, on n'a pas exactement... pour 3 satellites, on n'a pas exactement 180 degrés parce que l'espace est légèrement courbe. Mais cette courbure, elle est très 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 petite et je ne saurais pas vous dire à quel niveau se situe la différence. Hein? Alors, j'ai vu la dernière question, mais avant. Et par quoi remplacer le papier et ciseaux pour jouer avec des boules ellipsoïdes, etc. Ah, ben, il faut aller dans des magasins, par exemple chez Rougier et Play, des magasins d'art décoratif. Ils ont des pièces en... Par exemple, voilà un tore. C'est une figure mathématique extrêmement intéressante, sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Eh bien, c'est le genre de choses que vous trouvez là-bas. Vous trouverez des ellipses, vous trouverez des sphères, des tas de choses. Après, il faut les fabriquer vous-même. Voilà. Vous voyez, ça, il faut faire preuve d'imagination et essayer de les fabriquer. Hein. Pour les polyèdres, nous, on en construit avec des baguettes. Ça, on pourra en reparler. Je vais vous montrer une chose, peut-être. Voilà. Il y avait une question, c'est une référence. Une référence, il y en a une qui est excellente. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Alors, il est excellent dans ce domaine-là, et dans d'autres aussi. Il y en a d'autres où il raconte des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais bon, c'est son droit. Et donc, il a fait toute une série de bandes dessinées où il a expliqué pas mal de choses dont je me suis inspiré pour lancer ces trucs. Alors, en particulier, alors c'est les aventures d'Anselme Lanturlu. Si vous voulez les trouver, il faut aller sur Internet. Donc, par exemple, vous tapez Lanturlu, Lanturlu sur Google, vous allez tomber dessus. Et là, vous pouvez les télécharger. On les trouve plus maintenant parce qu'il s'est brouillé avec son éditeur ou son éditeur s'est brouillé avec lui. Et donc, il les met gratuitement à disposition sur Internet. C'est encore mieux, d'une certaine façon. Et donc là, vous allez trouver toute une mine. Il y a ce qu'on appelle le géométricon, le topologicon. Sur le point qu'on vient de regarder, c'est surtout le topologicon. Je vais vous en chercher pour vous montrer les couvertures.
Alors, la bande dessinée de base au départ, c'est celle-là, ça s'appelle le Géométricon, ok. Donc c'est les aventures d'Anselme Lanturlu. Et ben, comme vous pouvez le voir, ici vous avez des modèles avec des triangles sphériques, ok. Et là, alors c'est très bien fait, hein, et c'est un gars qui, dans ce domaine. Ensuite, vous avez tout est relatif. Tout est relatif. Ça fait le lien avec la théorie de la relativité. Et vous avez également le Big Bang. Voilà. Tout cela sont très intéressants. Et un qui est peut-être encore plus passionnant, c'est le topologicon ici. Si vous rêvez de ruban de Möbius, comme je vous ai montré au début, dans les formes, vous avez des propriétés marrantes qu'il explique magnifiquement. Et par exemple, sur la courbure, sur des choses comme ça, vous allez trouver des éléments. Voilà comment ça se présente. C'est très très bien fait. Je vous les conseille vivement. Et si vous aimez bien les bandes dessinées scientifiques, je vous conseille aussi les bandes dessinées de Monsieur Ian Stewart. Et vous pouvez aussi lire parce qu'il a écrit des livres qui sont extrêmement intéressants. Celui-là, il s'appelle Aux catastrophes, c'est sur la théorie des catastrophes. C'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est une approche quasiment géométrique des catastrophes. Et c'est la théorie d'un grand mathématicien qui s'appelle Newton, qui a eu la médaille Fields. Et puis il y en a un autre qu'il a écrit qui est sur les fractales et qui est très très bien fait aussi, au fractal, et un autre sur la théorie des groupes qui s'appelle Au les beaux groupes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? T'as pas d'autres questions à m'envoyer, Marc? Qu'est-ce que je pourrais... Bon. Ce que je peux vous montrer, c'est des petits trucs que j'ai chez moi, si vous voulez, maintenant. Parce que je me souviens plus de ce que j'avais prévu après. C'était difficile de savoir combien de temps ça prendrait. Je vais vous montrer d'abord un petit casse-tête que j'aime bien. C'est celui-là. Je l'ai piqué sur Internet. Hein. Il y a plein de choses intéressantes sur Internet pour les imprimantes 3D. Donc voilà, vous avez deux pièces qui sont là. Et il s'agit de les assembler. Pour refaire un tétraèdre. Alors, je vous montre d'abord un modèle plus simple, qui est un classique. Voilà. Ça, c'est fait avec c'est dans des Kinder que j'ai eu ça, pour mes petits-enfants. D'accord? Bon. Et en fait, c'est lié avec ce que nos amis du Palais de la Découverte donnent comme passeport à tous ceux qui doivent entrer. Ils leur donnent des pièces comme ceci. Alors là, on ne les voit pas très bien. Pas facile, hein, à l'écran. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Voilà. Il faut, avec ces deux trucs-là, faire un tétraèdre. Et alors, on fait comme ça. Et on a... Comment je pourrais vous le montrer bien? Ah! Oui, voilà. On a effectivement un tétraèdre. D'accord? Un tétraèdre qui est fait de deux morceaux. Alors, ce qui est trompeur, c'est que quand vous avez un tétraèdre comme celui-là, si vous le
Si vous tracez, on va arriver là. Voilà. Ici, comme vous le voyez, j'ai tracé une droite qui passe par les milieux des côtés. Attendez, il faut que je tourne dans le bon sens. C'est complètement contre-intuitif, hein, ces systèmes, parce que on n'est pas dans un miroir. Voilà. Donc, quand vous avez un tétraèdre, et si vous tracez les droites qui joignent des milieux des côtés sur une des faces, un tétraèdre régulier, et que vous continuez, en fait, ça fait un carré. Ça fait un carré, tout simplement parce que ici, dans cette face et la face qui est de l'autre côté, ont une arête commune, et chacun des segments ici qui se trouve au milieu de la face est égal d'une part à la moitié du segment de l'arête qui est ici, et d'autre part lui est parallèle. Donc ils sont tous les deux parallèles. Et pareil ici. Ici on a deux qui sont parallèles, et qui sont égaux à la moitié de cette arête, qui elle-même est égale. Donc on a déjà forcément un losange. Et ensuite, c'est pas très très difficile de comprendre que cette arête-là, elle est perpendiculaire à celle-là, et que donc ces deux directions-là sont perpendiculaires à celle-là. Donc on a bien affaire à un carré. Et donc c'est ce qui est trompeur. Ah, j'ai un clic droit sur la fenêtre pour la cam, tu peux inverser en miroir. Il est gentil, il me dit ça maintenant. Merci beaucoup. Alors, clic droit sur la fenêtre pour la cam, tu peux inverser en miroir. Sur quelle fenêtre, camarade? Caché dans le mixeur, transformé, supprimé, transformé, que ça me dit? Non. Ah, inversé horizontalement ou verticalement. Ah non, c'est pas ça. Inversé verticalement. Attendez. Transformer. Inversé verticalement. Bon, ça c'est bon. Et comment ça se fait que je peux pas le remettre Ah voilà. Et ben là, je vais être content. Ben voilà, ça y est, j'y vois clair. Bon, très bien. On en était où? Ouais, j'étais en train de vous expliquer ça. Bon, ben là, ça va être plus facile. Non, mais demain, ce sera parfaitement au point. Dommage, ce sera fini. Alors, voilà. Donc, je vous montre ça. D'accord? Et quand je l'ouvre, j'ai ce qui a l'apparence de deux rectangles. Mais en réalité, ces rectangles-là, ce seraient des carrés. Hein? Et quand je les mets face à face, ça donne ça. Bon. Alors ici, en l'occurrence, c'est un petit peu différent. En fait, c'est une espèce de vis à laquelle on va affaire, et en fait, c'est assez difficile de comprendre comment on le visse. Mais le principe, pour le visser, voilà. Vous voyez que c'est très simple. Hein? Alors, comment ça a été fait? Là, si je vous le mets comme ça, vous voyez très bien qu'il y a un pas de vis. Alors, on a vissé dans quoi? Ben, je pense qu'au départ, il y avait un cylindre qui englobait ce tétraèdre, et on a découpé, on a fait un pas de vis dedans, comme si vous avez déjà vu les escaliers en colimaçon, c'est exactement ça. Et ben ensuite, on a découpé dedans, exactement dans cette position-là, le tétraèdre. Et ce qui est contre-intuitif, c'est que pour le remettre en place, il faut mettre les deux pièces exactement dans la même position, alors qu'on a tendance à vouloir faire entrer un truc petit dans un truc plus gros, etc. Voilà. Donc voilà, c'est un truc que je trouve assez joli.
Ensuite, comme autre pièce que j'ai ici, bah, j'ai un classique. Vous connaissez tous, je pense, la bouteille de Klein. Donc la bouteille de Klein, c'est présenté comme quelque chose qui n'a ni intérieur ni extérieur. En fait, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu comme le ruban de Möbius de tout à l'heure, qui était une surface non orientable, c'est-à-dire qu'il n'avait ni dessus ni dessous. Et là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si vous partez de ce qui semble être extérieur ici et que vous suivez, vous vous retrouvez à l'intérieur, bien sûr, et donc vous allez arriver de l'autre côté de la même face. Donc c'est quelque chose qui n'a qu'une face. Mais c'est quelque chose qui n'a qu'une face, mais c'est un petit peu, et qui donc n'est pas orientable, c'est un petit peu trompeur. Parce qu'en général, par exemple, moi je m'amusais, je prenais une petite bille, je la mettais dedans, et donc elle était coincée à l'intérieur, puis on pouvait la faire ressortir en faisant comme ça. Bon. C'est trompeur parce qu'en réalité, elle se coupe elle-même. Et à l'endroit où elle se coupe ici, elle se coupe réellement, c'est-à-dire que normalement, ici, à cet endroit-là, vous voyez, ça devrait être plein, c'est-à-dire qu'il y a une coupure. Hein. Et donc, bon, ma bille, elle passe pas. Hein. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est pas possible de faire une surface non orientable, comme ça, qui ne se recoupe pas dans l'espace tridimensionnel. Il faut aller dans un espace quadridimensionnel pour le faire. Mais ça donne une bonne approche de ce que c'est et ça permet d'en étudier des propriétés. Et puis, honnêtement, je la trouve très jolie, celle-là. Donc, quand j'ai vu le modèle, je l'ai imprimé et j'en ai été très content. Alors ensuite, j'ai d'autres figures qui ne sont pas inintéressantes. Ici, j'ai des polyèdres qui sont ce qu'on appelle les polyèdres hongrois. Pourquoi des polyèdres hongrois? Parce que ils ont été trouvés par des Hongrois. Il y en a un qui s'appelle Xazar et l'autre qui s'appelle Szilassi. Alors, je ne sais jamais lequel est de Xazar et lequel est de Szilassi, naturellement. Ils sont tous les deux très intéressants. Le premier qui a été trouvé, c'est celui que je tiens dans ma main gauche, et le deuxième, c'est celui que je tiens dans ma main droite. Le polyèdre de celui-ci, donc, on va dire que c'est celui de Szilassi, par exemple, il a une particularité qu'il ne partage qu'avec un autre polyèdre, c'est qu'il n'a pas de diagonale. Et l'autre polyèdre avec lequel il le partage, c'est le tétraèdre. Si vous prenez un tétraèdre, chaque sommet est relié à tous les autres sommets. Vous ne pouvez pas tracer une arête, enfin une droite, qui joigne deux sommets et qui ne soit pas déjà une arête. C'est exactement le cas de celui-là. D'accord? Alors, vous avez combien de sommets? Vous avez 7 sommets. Vous en avez 1, 2, 3, 4 en bas, 5 ici, et vous en avez 2 à l'intérieur. On ne voit pas très bien. Il y en a. Je vais essayer de vous les... Alors, j'espère que vous voyez quelque chose. Déjà, les 4 du bas, vous les voyez. OK? Ensuite, celui du dessus, vous le voyez aussi, bien entendu. Et puis, ça en fait 5. Vous en avez un à l'intérieur, qui est celui-là, qui est là. Et un autre à l'intérieur, qui est là. Alors, n'essayez pas de le faire sans patron, c'est quand même assez difficile. Sans patron, sans modèle, en tout cas. C'est le seul qu'on connaisse, en tout cas, et qui n'est pas diagonal, à part le tétraèdre. C'est-à-dire que chaque sommet est relié à tous les autres. Donc chaque sommet est relié aux 6 autres. OK? Et toutes les faces sont des triangles, évidemment. Parce que si une face n'était pas triangulaire, si c'était un carré, par exemple, ou si c'était un quadrilatère, ben on pourrait tracer les diagonales du quadrilatère. Donc toutes les faces sont forcément des triangles. Okay, bien. Alors, ici, vous avez un polyèdre qui a exactement les mêmes probabilités, les mêmes propriétés, à condition de remplacer le mot face par le mot sommet et le mot sommet par le mot face. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 7 sommets, il a 7 faces. Et sa propriété, c'est pas qu'il n'a pas de diagonale,
Tout à l'heure, on avait chaque sommet est relié à tous les autres. Là, c'est chaque face est adjacente à toutes les autres. Donc, on a 7 faces qui sont adjacentes à toutes les autres. Alors, ces deux polyèdres ont une propriété commune, c'est qu'ils ont tous les deux un trou au milieu, si vous regardez. On peut voir à travers. Hein, d'accord? On dit que c'est des polyèdres de genre 1. Et alors là, ce qui est facile de montrer, c'est que s'il n'y avait pas de trou, on ne pourrait pas en trouver d'autres que le tétraèdre. Le tétraèdre est le seul polyèdre de genre 0, dont à la fois, d'ailleurs, toutes les faces sont adjacentes. Vous le voyez, chaque face est adjacente à toutes les autres. Elle a trois faces adjacentes, comme il y en a 4, elle est adjacente à toutes les autres. Et tous les sommets sont également adjacents pour la même raison. Donc, vous avez le... Alors, on peut démontrer très facilement que c'est les seuls possibles avec un trou, donc surface de genre 1. En réalité, pour le montrer, on utilise une formule que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est très intéressante, qui s'appelle la formule d'Euler, et qui relie le nombre de sommets, le nombre de faces et le nombre d'arêtes d'un polyèdre. Pour un polyèdre sans trou, comme c'est le cas du tétraèdre, du cube, de l'octaèdre, enfin bref, tous ceux qui n'ont pas de trou, qui ne ressemblent pas à ça, ou même qui ne ressemblent pas à ça, si ça c'était un polyèdre, d'accord ? Eh bien, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est toujours égal à 2. Ce qui se montre assez facilement, par exemple, en fait on n'est pas obligé de parler de polyèdre, on peut se mettre sur une sphère et puis commencer en disant, bon ben sur une sphère, je perce un petit trou, j'obtiens un sommet et puis une face, et là déjà la formule elle est vraie, nombre de sommets moins nombre d'arêtes plus nombre de faces est égal à 1, puisque j'ai un sommet, j'ai une face, et j'ai 0 arête. Puis ensuite je rajoute des arêtes, je rajoute des faces, et je vois que ça ne change jamais rien. C'est une formule qui reste toujours vraie, à condition qu'il n'y ait pas de trou, et à condition que mes faces soient bien des faces. C'est-à-dire des faces, ça doit être des machins qu'on peut rétracter sur elles-mêmes pour les ramener à un seul point. De la même façon, les arêtes, ça doit être des choses qu'on peut rétracter sur elles-mêmes pour les ramener à un seul point. D'accord ? Si vous prenez maintenant une surface de genre 1, donc quelque chose qui ressemble à un tore, comme ça, ou à celle que je viens de vous montrer, comme celle-là, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est égal à 0. Et puis, si vous mettez 2 trous, c'est moins 2. Si vous mettez 3 trous, c'est moins 4, et ainsi de suite. Ça continue. Et tout ça n'est pas très dur à démontrer, mais c'est dur à bien concevoir et à bien comprendre les limites de chacune des choses qu'on va dire là. Alors, si on a cette relation qui est vraie, c'est assez facile en comptant le nombre. Il y a des relations qui disent bien sûr le nombre d'arêtes et le nombre de sommets, puisque sur chaque arête, il y a 2 sommets. Et vous avez des relations comme ça. Vous les écrivez et vous arrivez à des équations du second degré pour trouver le nombre d'arêtes, le nombre de faces et le nombre de sommets qui vous montrent qu'il n'y a qu'une possibilité finalement. C'est-à-dire, dans le cas du polyèdre de Silassi, ici, vous avez 7 sommets, et de celui de Xazar, sauf si c'est l'inverse de Xazar ou Silassi, vous avez 7 faces, et puis vous avez, je ne sais plus combien, je crois 21 sommets, quelque chose comme ça. Bien. Alors, ensuite, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres modèles avec plus de trous? Alors là, ça devient horrible, on obtient des nombres faramineux de faces, d'arêtes, et personne n'a jamais rien trouvé. Ce qui est remarquable, c'est qu'on savait que ces polyèdres pouvaient exister, mais on ne savait pas les trouver. Et ce qui est le travail des deux géomètres hongrois là était remarquable parce que ils sont réellement attelés à les trouver. C'est des mathématiques très expérimentales pour ainsi dire. Et ils ont trouvé effectivement que ces deux polyèdres là existaient. Alors, celui-là, il a une autre propriété intéressante, c'est que comme il a cette face et que chacune des faces est adjacente à toutes les autres, si on veut le colorier,
Et si on ne veut pas qu'il y ait deux faces de la même couleur qui soient adjacentes, c'est-à-dire qu'il y ait une arête commune, 7 couleurs sont nécessaires. Et vous le savez peut-être, mais si on est sur une sphère et qu'on se trouve confronté au même problème, on trace sur une sphère un pavage finalement, hein, on prend un polyèdre de ce type, par exemple, sans trou, et on veut le colorier, ben on peut montrer que 4 couleurs suffisent. Mais alors que pour ces types de polyèdres-là, je vais vous montrer les couleurs. Voilà, c'est pas très beau, mais ici vous avez le même polyèdre que celui-là, mais qui a été colorié avec les 7 couleurs. Vous avez une face rouge, ici la face rose, plutôt on va dire, rose, et adjacente à une face rouge ici, ça fait une face bleue ici, ça fait 2, une face violette ici, ça fait 3, une face, alors à l'intérieur, je ne sais pas de quelle couleur elle est, blanche, on va dire, ça fait 4, une face, alors avec la face verte, c'est ici, voilà, avec la face rose, etc. Et la face jaune, bien entendu. Donc elle est adjacente absolument à toutes les autres, et 6 couleurs sont nécessaires. Un problème amusant, c'est de trouver un coloriage simple d'un tore, comme ça, avec cette couleur. Alors on savait depuis le 19e siècle que pour un tore, avec 7 couleurs, on pouvait toujours le colorier, on pouvait colorier une carte dessus, sans qu'il y ait deux pays adjacents ayant une frontière commune, donc qui soient de la même couleur. Mais on ne savait pas, on se doutait que pour faire une carte de géographie sur la Terre, 4 couleurs suffisaient, mais ce n'était pas prouvé. Et en fait, ça, on ne l'a prouvé qu'à la fin du XXe siècle, dans les années 70. Et c'est une démonstration, c'est la première démonstration qui a été faite à l'aide d'ordinateurs. Et pour c'est parce qu'il y avait un grand nombre de graphes à étudier, parce qu'au lieu d'étudier des coloriages de faces, à l'intérieur de chaque face, on met un point, à ce moment-là, on obtient un graphe, on trace des traits quand les pays sont adjacents. Donc voilà, on travaille sur des graphes au lieu de travailler sur des faces, sur des plans. Et il y avait un nombre faramineux de cas qui restaient à étudier. Mais on a mis plus d'un siècle et demi, enfin pas loin d'un siècle et demi pour démontrer ça. Et il y a plein de gens qui se sont trompés en le démontrant. Ça fait partie des problèmes d'apparence simple très difficiles. Et pour le tore, où on aurait pu penser que c'était plus compliqué, en fait on l'a démontré beaucoup plus rapidement, ça a été beaucoup plus simple. Bon, je vais vous montrer une dernière figure, puis on arrêtera là. Bon, je suis désolé si c'était pas super bien préparé, mais bon, c'est une expérience. Et c'est une expérience que je renouvellerai, parce que je trouve ça génial de pouvoir s'adresser comme ça, et avec les outils qu'on a maintenant à vous par Internet. Donc je vais vous montrer un petit espace géométrique. Voilà. Alors tout ça, ça a été fait dès que j'ai eu une imprimante 3D. J'ai fait 3-4 trucs, puis après j'ai arrêté. Il faudra que je recommence. Alors cette surface bizarre, c'est un modèle géométrique tridimensionnel, et on peut dire d'une certaine façon que c'est l'espace géométrique tridimensionnel le plus simple. C'est le plus petit, alors en termes techniques, c'est le plus petit espace projectif tridimensionnel qu'on puisse fabriquer. Ok. Avant de parler d'un espace projectif, on va parler d'un plan projectif. Un plan projectif, c'est quelque chose qui est apparu quand on a fait de la perspective. Quand on a fait de la perspective, on a vu que les droites parallèles, en fait, elles avaient tendance à se couper à l'infini, parce que vous avez des points de fuite, etc. D'accord ? Et donc, quand on faisait du dessin, on n'appliquait pas les règles de la géométrie usuelle.
Et donc, on a abouti comme ça à une nouvelle géométrie. Avant même d'avoir inventé ce qu'on appelle des géométries non euclidiennes qui ont servi pour faire des espaces courbes, etc. Avant même ça, on faisait de la géométrie projective sans savoir que c'était un autre type de géométrie que la géométrie euclidienne, puisque vous savez que pendant 2000 ans, on a pensé que toute la géométrie, tout l'espace dans lequel on vivait, était fondé sur cette géométrie euclidienne dans laquelle, en gros, par un point extérieur à une droite, il passe une seule droite parallèle disjointe, hein, dans un plan, bien entendu. Hein. Alors cette géométrie, cet axiome-là dont je vous parle, on a cherché à le démontrer pendant des siècles, voire des millénaires, et finalement on a trouvé que finalement on ne pouvait pas le démontrer à partir des autres propriétés géométriques connues et qu'on pouvait inventer des géométries différentes. Et en fait, si on s'était intéressé à la géométrie projective, on l'aurait su très vite. Donc dans la géométrie projective, c'est très simple, en fait, toutes les droites se coupent en exactement un point. Donc, sauf bien sûr si elles sont confondues, mais dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Donc, elles se coupent à l'infini. Il y a une droite qui s'appelle la droite de l'infini, et cette droite est, voilà, c'est une droite, toutes les droites se coupent, et à partir de là, on étudie les propriétés. Et ça, c'est une direction de recherche. Une autre direction de recherche, c'est d'étudier ce qu'on appelle des géométries finies. C'est des géométries dans lesquelles il n'y a qu'un nombre fini de points. Après tout, moi, je ne trouve pas ça complètement idiot, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est intéressant en soi de regarder ce qui se passe. Et ensuite parce que on travaille beaucoup sur des choses qui sont finies, que ce soit en physique ou dans le monde. Ah, je vois que j'ai reçu quelque chose. J'ai d'autres questions. Alors, Olivier Longuet, est-il possible? Attends, il faut que j'arrive à agrandir. Ah, voilà. Alors, Georges Joël, où est-ce qu'on trouve le modèle à imprimer? Ah oui, ça, il peut vous répondre d'ailleurs, Marc, on le trouve sur tous les... Il y a un endroit où on trouve tous les modèles à imprimer en 3D, pratiquement, en libre accès. Donc, c'est très facile. Alors, maximum 7 sommets, me dit Olivier Longuet. C'était déjà bien fichu. Je regarde, hein. Bravo. Merci, c'est gentil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais envoyer. Alors, j'ai une édition originale d'Edouard Lucas où il parle du théorème des 4 couleurs et pensait que c'était démontré. Il s'est planté, Edgar Lucas. Hein. Il n'est pas le seul. Ensuite, Booktubeuse Junior. Encore des objets, des goodies. Ah, c'est gentil ça. Volontiers. Site avec modèle à imprimer. C'est la même chose. Je ne sais pas par cœur le nom. Tu peux répondre, Marc. Hein. Tu utilises aussi ce site, je pense. Ensuite, de quelle région est-il pour venir ou aller le voir? Qui ça? Olivier Longuet, est-il possible de remplir la bouteille de Klein? Non. Disons qu'on peut la remplir, la bouteille de Klein. On peut mettre de l'eau dedans jusque-là, quoi. Hein? Voilà, si on veut. Mais elle a ni intérieur ni extérieur vraiment. Normalement, l'eau. La bouteille de Klein, c'est un faux modèle, en fait. C'est vrai que c'est une surface, mais elle s'autocoupe, elle a une intersection. Hein. Ici, c'est comme si vous faites un nœud. D'accord? Vous faites un nœud, prenez un bout de ficelle. Évidemment, j'en ai pas là, sur moi. Quelque chose.
Bon, ça c'est une boucle, c'est un élastique, d'accord? Bon, maintenant, c'est ce qu'on peut faire de plus simple comme nœud. Ça, pour les mathématiciens, c'est un nœud. C'est le nœud trivial, je pense. C'est ce qu'il s'appelle. Maintenant, si au moment de refermer, je fais un autre nœud, par exemple, je fais ça, voilà. Là, j'obtiens quelque chose que je ne peux pas dénouer dans notre espace. Mais si vous allez dans un espace carré dimensionnel, vous pourrez le dénouer, très probablement. Je ne vais pas essayer. Il faudrait que j'y aille un jour pour voir. Mais je pense qu'il est très vraisemblablement possible de le dénouer. Hein. Alors, pourquoi je vous racontais ça? C'était par rapport à c'était par rapport à la bouteille de Klein. Donc, la bouteille de Klein, c'est pareil. Là, on ne peut la réaliser dans notre espace qu'en la faisant se recouper elle-même. Donc ici, il y a un endroit où normalement mon crayon ne devrait pas passer, sauf s'il a les mêmes propriétés que la bouteille, c'est-à-dire qu'il a le droit de s'auto-traverser. D'accord? Donc de ce point de vue-là, rien n'empêche de mettre de l'eau là-dedans. On le fait rentrer par là, hop, on la met jusqu'ici, et puis voilà quoi. Tant que ça dépasse pas là, ben ça restera à l'intérieur. Hein. Et puis, si c'est bouché ici, comme ça devrait l'être, en plus, ça restera aussi, mais théoriquement, ça doit pouvoir traverser. D'accord? Donc, par contre, on ne peut pas la boucher. Vraiment, enfin, sauf qu'elle est bouchée là, mais on ne peut pas vraiment. Et si on va dans un espace de dimension supérieure, effectivement, elle n'a ni intérieur ni extérieur. Parce que si vous prenez une sphère ou même un tore comme celui-là, vous voyez bien que c'est pas possible de passer sans percer un trou de l'extérieur à l'intérieur, hein, en admettant que c'est simplement une surface et que c'est creux à l'intérieur. Donc là, c'est une surface orientable, il y a un intérieur et un extérieur. Là, vous pouvez passer, sauf que il faut considérer que en cet endroit, mais il n'y a pas de... de la traversine, comme dit Jean-Pierre Petit, on peut traverser. Hein. Ok. Alors j'en reviens à ça. Ça, vous voyez, ce triangle, après on arrêtera, ce triangle que vous voyez là, il porte un nom, il s'appelle le plan de Fano. C'est un plan. C'est un plan projectif dans lequel il y a que 3 points par droite. Alors ça peut sembler bizarre qu'il n'y ait que 3 points par droite. Faut considérer que les traits qui sont là, ils sont juste pour manifester une liaison, pour manifester que ces 3 points sont sur la même droite. Mais la droite elle-même, elle n'est formée que de ces 3 points. Donc vous avez une droite ici, avec 3 points, et vous en avez une autre, il faut bien qu'il y en ait une autre. Donc comme il y en a une autre et qu'elle va avoir 3 points, eh bien, alors il faut quand même préciser les axiomes. Les axiomes, c'est à peu près les mêmes que pour la géométrie usuelle. C'est-à-dire que par 2 points, il passe une droite et une seule. D'accord? La grosse différence, c'est que 2 droites distinctes se coupent toujours en exactement un point. Donc, il n'y aura pas de droite parallèle disjointe. Ok? Alors, à partir du moment où j'ai 3 points ici, alors il faut aussi qu'il y ait au moins un point extérieur à une droite. Donc ici, j'ai un point extérieur. Ici, mon triangle fait... Voilà. Non, je n'arrive pas à tenir. Voilà, comme ça. Ah oui, je ne tiens pas par le bon endroit. C'est moi qui... Voilà. Ici, vous voyez, je tiens entre mes doigts 3 sommets, d'accord, du plan. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas du volume. Hein, d'accord. Alors, ces 3 sommets, ils déterminent, comme ils ne sont pas alignés, déterminent 3 droites. Ok. Ça fait un triangle, c'est pas très intéressant. Si je rajoute un point sur cette droite, ce point, il va se joindre avec celui qui est en bas sur la gauche de mon écran pour former une nouvelle droite. Ok. Et sur chaque droite, je rajoute un point et elles vont se couper toutes ici en ce point-là.
et j'obtiens le plus petit modèle géométrique, hein, où il y a plus de 3 points, d'accord, et où par 2 points il passe exactement une droite. Deux droites distinctes se coupent en exactement un point. Je pense que je dois oublier quelque chose, mais je ne sais plus très bien quoi. Voilà. Et ensuite, si vous rajoutez un point qui n'est pas situé dans le plan constitué de tous ces points-là, vous allez construire de la même façon un espace. J'ai oublié de vous dire que ce qui est circulaire là, vous voyez, c'est aussi une droite. C'est une droite qui joint ces 3 points-là. Parce que ces 2 points-là sont forcément joints par une droite. Alors elle représente cette droite-là par un cercle, hein, mais l'intersection ici n'est pas considérée comme un point. Voilà. Donc ça, le plan de Fano, c'est une figure de base de tous ceux qui étudient les géométries finies. Et puis, si je rajoute un point, j'obtiens le plus petit espace projectif qu'on puisse constituer. Donc, ce qui est délicat, c'est qu'il faut tracer tous les plans. Il faut que, de même que 2 droites se coupent toujours en un point, 2 plans se coupent toujours en une droite. Donc, voilà, vous avez des contraintes très fortes. Et finalement, ça fait quelque chose qui, là, n'est pas d'une beauté transcendante, mais qui n'est pas totalement inintéressant. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Je remercie ceux qui m'ont écouté. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup. Au revoir. S'il y a encore des questions, tu peux quand même me les envoyer. Je peux encore prendre 5 minutes pour y répondre, Marc. Alors, oui, j'ai des questions là. J'ai entendu parler d'une géométrie. Ah, d'accord, là je lis mieux. Thingiverse, oui, c'est ça. Alors ensuite, Booktube Junior, Georges Joël, moi je l'ai vu du côté de Toulouse, mais il est là-bas habituellement. Il parle de Jean-Pierre Petit, je pense. Hein. Sciences ouvertes est localisé à Drancy. Ensuite, Monsieur Gentil, toutes nos infos sont sur Sciences ouvertes. Ah bah oui, c'est bien, Marc. Merci pour les réponses. Il vient peut-être aux journées APMEP. Mais de qui il parle là? Merci Olivier, ça fait plaisir de te revoir. Bon, merci Georges Joël. Et puis, à plus. Vous avez été patient, hein, parce que c'était un peu le bordel, mais bon, voilà. Au revoir. Et merci à toi, Marc. Hein.